Bonjour à tous, c'est Romain, vous êtes sur Job Teaser et vous regardez The Big Talk. Aujourd'hui, on va faire un focus sur le job de Pierrick. Il est très exactement architecte applicatif, intégration, middleware. C'est plein de termes, il va nous expliquer ce que c'est. Salut Pierrick. Salut Romain. Comment tu vas ? Ça va très bien. On est ravis de t'accueillir sur le plateau de Job Teaser. On est ravis que tu nous expliques ce métier et ces termes, effectivement. Est-ce que pour démarrer cette émission, tu pourrais me pitcher ton job ? Oui, bien sûr. Donc mon job, comme tu l'as dit, architecte applicatif middleware. En fait, j'accompagne les clients pour la mise en œuvre de leur plateforme d'échange, leur plateforme middleware. Je les accompagne sur les différentes phases d'un projet classique. Je peux les accompagner très en amont sur la conception, le choix de la solution, du benchmark de solution, ou les accompagner aussi sur leur roadmap de transformation pour pouvoir choisir la solution la plus adaptée à horizon 1 an, 2 ans, 3 ans. Je peux aussi les accompagner sur la phase de conception à proprement parler. Là, on est plus sur la partie définition des guidelines, des bonnes pratiques de conception à mettre en œuvre autour de l'API management, des services et autres choses, des choses qui sont inhérentes au middleware. Un terme barbare que je pourrais détailler plus après. Et aussi, je peux les accompagner, surtout même sur la partie développement à proprement parler. Ça reste une grosse partie des activités de mon équipe où là, on est sur la mise en place de plateforme, configuration de plateforme, développement de services, et on va jusqu'au fameux run où on est sur la partie plutôt maintenance des services, s'assurer de leur condition opérationnelle à tout moment de l'année et à toute heure de la journée. Une fois que c'est mis en place. Exactement. Tu parles de clients. En fait, je pense que c'est bien de repréciser. CGI, c'est une entreprise de services du numérique, en fait. Exactement. Oui. C'est ça qu'on parle de clients. Oui, c'est ça. En fait, on accompagne des clients. C'est ça. CGI accompagne les clients avec une approche de bout en bout. On a vraiment, comme je l'ai détaillé, la capacité de les accompagner très en amont sur le développement, les accompagner dans leur système d'information, le développement et bien d'autres choses. Alors, tu parlais de middleware. Est-ce qu'en 2 mots, tu peux m'expliquer ce que c'est le middleware ? Oui, bien sûr. Donc le middleware, c'est souvent obscur pour les gens. C'est vraiment quelque chose qui parle peu et pourtant c'est assez simple. Ouais. En fait, quand on a une ou deux applications, ça se passe plutôt bien. Les échanges entre les applications, c'est assez simple, ça se code assez facilement. Maintenant, une entreprise, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas une, deux, mais plutôt des dizaines, voire des centaines d'applications. Et si elles se mettent toutes à parler en autonomie les unes avec les autres, on va vite perdre le contrôle sur qu'est-ce qui se dit. Et quand il va y avoir une erreur, une défaillance, l'analyse va être extrêmement compliquée. Et pire que ça, on va même avoir des cas où on va développer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois la même fonction. Donc l'équipe middleware prend son sens. Dans tous ces échanges, elle va chercher à identifier des services qui peuvent être mutualisables. Je prends un exemple concret, si on veut envoyer un SMS pour la relance des impayés, et ben du coup, on développe un service ou un microservice. Maintenant, on est vraiment sur une approche microservice où on va développer cette fonction au sein de l'entreprise. Donc, c'est pas une application, il n'y a pas de front-end ou autre chose, mais c'est bien une interface que l'on documente, que l'on diffuse au sein du système d'information et les autres applications vont s'y adosser. Ok. Donc ça, c'est une grande partie du middleware. Et je finirai juste sur le dernier élément, sur la partie API Management, qui est aussi une grande tendance dans le middleware. C'est la sécurisation de tous les endpoints, de toutes les interfaces du système d'information. Par exemple, limiter le nombre d'appels d'une interface par un utilisateur, par exemple 50 fois par minute ou autre chose. Bon, t'aides les applications, en tout cas, à communiquer entre elles avec le même langage. Exactement, et garder le contrôle et le monitoring, la visibilité sur tout ça. Parfait. Si tu veux me parler un petit peu du quotidien de ton job, je crois que c'est un job en plus qui est assez intéressant parce que tu as réussi à le façonner un petit peu comme tu le voulais. Quelles sont tes 3 grandes missions clés ? Alors aujourd'hui, dans mon quotidien, on va dire j'ai 2 grands pans. Je vais avoir 60% de mon temps qui va être sur de l'opérationnel, que je vais détailler, et aussi 40% qui vont être plus sur l'aspect managérial. Okay. Sur la partie opérationnelle, du coup, comme je l'ai dit, je vais participer à la mise en place de plateformes chez les clients, mais j'ai aussi un rôle, on va dire, de responsable technique sur plusieurs projets où je vais être garant de la bonne qualité, du bon suivi, de l'architecture, de l'état de l'art, des différents projets. Donc on peut rapidement monter à 3, 4, 5 différents projets sur lesquels on intervient. Évidemment, en termes de charge, c'est assez réduit, mais en impact, c'est fort. Après, me concernant, j'ai aussi vraiment beaucoup d'appétence pour tout ce qui est en amont, cadrage, études, benchmark, éveil technologique. Donc, c'est des choses que je fais beaucoup aussi, où j'accompagne les clients dans le choix de leurs solutions avant même de les mettre en place. Ça, c'est la partie opérationnelle. Tu as une partie management. C'est ça. Donc, j'ai une partie management. J'ai vraiment les 2 casquettes chez CGI, ce que je l'expliquerai, qui est assez rare au final chez CGI, où je suis en management de 25 personnes chez CGI. Et
En fait, chez CGI, la vision du manager, c'est presque la vision d'un chef de PME. La vision est que le manager va gérer à peu près tous les aspects de son équipe, que ce soit du recrutement, que ce soit de la partie RH, que ce soit de la partie gestion de carrière, développement des compétences et autres. Donc, on a vraiment ce pilotage de l'équipe. On a beaucoup d'autonomie sur notre équipe. Et du coup, c'est super, c'est passionnant. Comme je disais, j'ai un placement un peu particulier, c'est-à-dire que normalement, le management chez CGI est un peu moins lié à la technique, comme ça l'est pour moi. Maintenant, je me suis un peu construit mon poste parce que je suis ingénieur d'ADN, donc je voulais garder la technique. Et j'adore aussi pouvoir impacter les gens, les faire grandir et avoir une équipe. Et donc, du coup, il est complètement possible de s'aménager un peu le rôle tel que l'on souhaite chez CGI, pour peu qu'on le demande, et c'est ce qui a été fait, et du coup, je prends mon pied. C'est un peu l'électron libre, finalement, de chez CGI. Mais ça a l'air hyper intéressant de pouvoir un peu construire son job comme ça. Est-ce qu'il y a des grands enjeux au quotidien auxquels tu fais face dans ce job-là ? Oui. En fait, on a vu, surtout après le Covid, une grosse accélération de pas mal de transformations au sein des entreprises. Et donc, qui dit transformation dit que le middleware est très lié parce qu'on est au centre de tout. Ah ouais. Je prends par exemple, donc le Covid a induit aussi la partie nécessité d'accélérer le time to market des entreprises pour s'adapter rapidement. D'accord. Et ça se traduit par de la capacité à exposer des données, donc surtout en interne dans un premier temps, mais de désiloter un peu tout ce qui est fait pour pouvoir gagner en flexibilité. Et donc ça, le middleware y répond très bien. Donc c'est un vrai enjeu, la transformation des systèmes d'information. On a aussi le move to cloud. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est, on va dire, la migration vers les grands clouders, donc Google, Amazon et autres, des systèmes plutôt legacy, donc les anciens systèmes. Et aussi, on a un dernier enjeu, à mes yeux, qui est la partie rationalisation des outils. On a aujourd'hui atteint une maturité dans les outils qui permet de fusionner ce qui était fait avant par 1, 2, 3, voire 4 outils en un seul. Et évidemment, ça a des économies de coûts pour les clients en les rationalisant. Ça, c'est les grands sujets sur lesquels tu travailles actuellement avec tes clients ? Oui. Ouais, c'est vraiment les enjeux, Move to Cloud, tu disais, le partage et la vente de la donnée aussi. Oui. Ça, c'est hyper important. En ce moment, on en parle beaucoup. B2B, on s'entend. C'est ça. C'est comment on gère et comment on vend sa donnée. Oui, on voit beaucoup de besoins autour de la vente de la donnée, ou en tout cas, aujourd'hui, on n'y est pas encore, mais c'est quelque chose qui est dans la tête des gens, justement, pour accélérer le time to market ou autre chose. Aujourd'hui, l'adoption, elle est quand même plutôt en interne, entreprise, mais il y a bien une volonté, une cible de pouvoir le faire de manière sécurisée et efficace pour l'entreprise. Bon, on est dans le secteur des ESN, qui nourrit plein de clichés, effectivement. Moi, j'ai envie d'aller te challenger, d'aller te chercher un petit peu sur ces clichés. Est-ce qu'il y a des choses que tu entends souvent, que les gens rabâchent un petit peu, peut-être parfois sans connaître un peu le secteur, ou ton secteur même du middleware. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire ? Est-ce que tu as des clichés comme ça ? Ouais, il y en a quelques-uns. Déjà, le premier qui me vient en tête, c'est de se dire que le client sait ce qu'il veut. Ou en tout cas, qu'il faut écouter exactement ce qu'il dit et faire exactement ce qu'il dit. Notre rôle est avant tout, évidemment, de l'écouter, mais on se rend compte qu'il faut... surtout, il faut le conseiller et challenger ce qu'il veut et l'accompagner. Parce que, encore plus dans le middleware qui est quand même un peu obscur et chez les clients qui ne sont pas des spécialistes d'informatique, des fois complètement obscurs. Et donc, du coup, il faut qu'on soit en capacité de les accompagner. Et donc, pour ça, on a des rôles au sein de mes équipes qui sont des rôles, on va dire, de business analyst, proxy product owner ou des choses dans le genre, qui se créent, qui ont pour seul mandat de pouvoir accompagner le client dans la définition de ses besoins et les traduire dans des spécifications pour le middleware. Oui, parce que parfois, ils ont des idées préconçues de ce qu'ils veulent et en fait, c'est peut-être pas adapté, quoi, finalement. Oui, c'est ça. Ok. On parlait de la donnée tout à l'heure. Effectivement, il y a un truc, il y a une connaissance collective, enfin, en tout cas une pensée collective. Ouais, c'est facile de vendre la donnée, en fait, on la collecte et puis on la revend comme ça. Non, pas du tout. Alors, et oui, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un des clichés, c'est de se dire que les entreprises peuvent facilement vendre la donnée aux autres entreprises ou autre chose. Au final, aujourd'hui, ça reste quand même très, très marginal, à part quelques pure players qui ont pour seul modèle de vente la donnée et pour seule raison d'exister de faire ça, ça reste très rare aujourd'hui, même si ça reste une cible pour un certain nombre d'entreprises. Alors qu'on s'entend, on parle de données B2B, on parle pas
hein. De toute façon, la RGPD se traduit dans tous les cas, dans tous les trucs, donc les données personnelles sont sécurisées. On ne parle pas de la géolocalisation des personnes. On parle de données B2B qui peuvent servir à d'autres marchés. Il y a aussi un autre truc, c'est assez intéressant. Parfois, on se dit mais c'est une grande entreprise, donc en fait, elle respecte trop bien les règles, et en fait, presque, elle n'a pas besoin pas besoin du conseil finalement. Et alors, tout à fait. Et en fait, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que les grandes entreprises, elles ont une existence, pour certaines, de 30, 40 ans, ou vraiment tout début de l'informatique. Et en fait, elles se construisent empiriquement par leur système d'information. Et donc, elles ont finalement un système d'information qui est... je dirais assez loin de l'état de l'art, même si évidemment on essaye de l'atteindre, mais à la différence des startups qui, elles, démarrent de zéro, donc du coup elles ont directement un système d'information top nickel comme il le faut lié à l'état de l'art, les grandes entreprises ont justement besoin d'être accompagnées et de pallier en fait des systèmes legacy avec des choses plus modernes et autre chose. Ouais, parce qu'il y a peut-être une inertie aussi du fait de la taille de ces entreprises, peut-être qu'une startup peut plus vite être un peu plus agile finalement. Oui. C'est ça. Hein. Oui, c'est complètement ça. Et c'est pour ça qu'on voit des grands groupes qui, du coup, vont pouvoir se faire avoir par d'autres startups parce que, justement, elles n'ont pas cette inertie, les empêche d'avoir cette transformation alors que les startups vont aller beaucoup plus vite. Et c'est vrai que ça, toi, c'est un de tes rôles. En tout cas, c'est un de tes rôles de ton équipe. C'est de faire un point sur l'état de l'art, en tout cas, qui existe sur le marché et de faire comprendre aux entreprises qu'il faut peut-être se mettre à jour. Oui, c'est ça. Parce que nous, on est au centre des échanges. Ouais. Donc, du coup, notre rôle, c'est de pouvoir quelque part accompagner l'entreprise pour lui dire comment mutualiser certaines choses, comment factoriser, comment réutiliser et pour accélérer finalement le time to market et la flexibilité globale de l'entreprise. Moi, j'aimerais bien qu'on se projette un petit peu dans quelques années sur ton marché et sur ton métier. Quels sont les grands enjeux que tu vois arriver voilà, les grandes choses que tu vois arriver qui vont peut-être modifier ton marché? Dans les grands enjeux que je vois arriver, pour moi, il va y avoir un aspect sur la partie managériale qui va arriver. On parle de quête de sens et tout ça. C'est ça. Par exemple, on sait qu'aujourd'hui, on a une vraie tension sur le marché où on souhaite attirer les gens, à recruter, à constituer des équipes et surtout se projeter dans le long terme. Parce que quand on prend des personnes chez nous, on investit dans de la formation et autres et on a vraiment une vision long terme de leur carrière. Et donc, pour ça, il faut évidemment qu'on puisse séduire la nouvelle génération et donc avec des modes de fonctionnement un peu différents. Donc, pour moi, c'est quelque chose c'est un vrai enjeu que l'on voit. On parlait tout à l'heure de la vente de données B2B. Est-ce qu'il va exister des nouvelles façons de vendre finalement ces données? Parce qu'aujourd'hui, comment ça se vend la donnée finalement? En fait, c'est presque on demande à une entreprise qu'est-ce que tu as comme données et finalement. Est-ce qu'il y a des choses qui vont s'automatiser finalement? Ouais, tout à fait. Alors c'est aussi un enjeu qu'on voit émerger aujourd'hui. On voit des besoins de marketplace de données. Comme on peut le voir par exemple sur un Amazon. Le bon coin de la donnée. Quoi. Exactement. Mais c'est de la donnée, encore une fois, B2C. Je prends B2B, pardon. Je prends un exemple, je sais pas, dans le secteur de la construction. On va avoir des constructeurs qui vont construire des bâtiments, des programmes et qui vont vouloir commercialiser ça à des offreurs, à des gens qui vont vendre ces programmes pour trouver des acquéreurs. Soit ça se fait de manière, on va dire, un peu habituelle, d'échange de mails, téléphone et tout ça. Voilà, mon annonce, voilà, lance-la. Ou alors, ça peut être en mode self-service où c'est carrément un Amazon, enfin l'équivalent d'un Amazon où les gens... quiconque entreprise qui souhaite vendre un bien va se connecter, directement renseigner sa carte bancaire, accéder à la donnée et vendre les trucs. C'est quelque chose qui se construit dans l'idée des gens comme étant une cible. On n'y est pas encore, mais on voit quelques grandes initiatives qui vont dans ce sens-là. Donc ça reste un enjeu fort qui est présent. Okay. Et après, je vois un troisième enjeu qui est aussi présent, c'est aujourd'hui on voit une rationalisation des outils, comme je le disais précédemment, c'est-à-dire qu'on arrive à un niveau de maturité des outils qui permet de faire plein de choses intéressantes. Et dans les échanges, globalement, il y a deux grandes typologies d'échanges. Ouais. Les échanges interapplicatifs, comme on l'a expliqué, tout ce qui est middleware, échange entre les applications. Mais il y a aussi quelque chose qui, a priori, n'est pas apparenté à l'échange, qui est la RPA. La RPA, qu'est-ce que c'est? C'est des robots. C'est des robots qui vont faire
des gestes humains, qui vont mimer des gestes humains, ouvrir un Excel, copier-coller des choses et les envoyer à un autre endroit. C'est trop bien, ça existe, hein. Putain, je veux trop automatiser. Et c'est vachement utilisé dans les entreprises. Et en fait, si on regarde vraiment au bout du bout, cette RPA, ça reste un élément d'échange, un modèle d'échange, parce qu'on va transférer des données, même si c'est fait par des gestes manuels, d'un endroit à un autre. Et en fait, aujourd'hui, on voit une convergence de ces deux produits vers, quelque part, on va dire, un super produit des échanges qui saurait faire à la fois des gestes manuels, à la fois des échanges interapplicatifs. Et ça, on voit vraiment une convergence là-dessus. Ok, ça marche. Pour faire ton job, là, que tu t'es fait un peu par toi-même, en tout cas pour bosser sur le middleware, pour toi, quelles skills il faut? Je vois qu'il y a pas mal de choses. J'ai l'impression parce qu'il y a autant des hard skills que des soft skills, parce que toi tu fais du management aussi. C'est quoi les skills et comment ça s'acquiert? Quel parcours on peut faire? Alors pour moi, les skills les plus importants que je recherche, c'est d'avoir une vraie curiosité des choses, d'apprendre et d'être adaptable. Pourquoi? Parce qu'on est encore plus dans ce secteur-là, dans quelque chose de très mouvant, de très riche en problématiques et aussi en opportunités, en type de sujet. On voit plein de technologies différentes, on voit des aspects de sécurité, des aspects de monitoring, des aspects algorithmiques, des aspects bref, plein de sujets. Donc du coup, il faut avant tout et pour tout aimer cet apprentissage constant. Donc ça se traduit par la curiosité, d'être proactif et d'être adaptable, parce qu'on change aussi très rapidement de technologie. Et en termes de parcours, évidemment, il y a les parcours, on va dire, classiques, ingénieur, école d'informatique et autre chose. Mais aussi, on voit, ce qui marche très bien, c'est de la reconversion professionnelle qui est supporté par une formation préalable, souvent par Pôle emploi ou autre chose. C'est un processus qui permet d'être acculturé à l'informatique. Et avec ces clés informatiques et aussi avec le vécu professionnel dans un autre domaine, on peut avoir des gens qui vont vraiment avoir un recul nécessaire dans le monde professionnel pour aller très très vite sur ces genres de choses. Tu as des exemples dans ton équipe? Alors oui, dans mon équipe, j'ai des anciens profs de français, profs d'anglais, taxi, boulanger. Ah oui, carrément. Oui, il y a de tout. Qui ont évidemment suivi un cursus informatique au préalable, donc il faut une fibre. Mais en fait, c'est très très enrichissant au sein de l'équipe parce que ça ouvre les chakras. Mais aussi, eux, ils ont un recul. Ils ont aussi un schéma de remise en question, d'adaptabilité qui va se retraduire dans l'opérationnel. Et ça marche très très bien. Bon, pour conclure cette émission, quel est ton conseil là, aux jeunes talents qui nous regardent pour rejoindre ton job, pour faire ton job? Eh bien, pour moi, le plus gros conseil, avant tout et pour tout, c'est de prendre le plaisir dans ce qu'on fait. Vraiment, alors ça peut paraître un peu naïf, un peu bateau de dire ça, mais pourtant, moi, je le vis au quotidien et c'est profondément important de kiffer ce qu'on fait. Et on le ressent parce que tout à l'heure, tu parlais de quête de sens dans le management. Là, tu parles de reconversion professionnelle, finalement, de se retrouver vers ce qu'on aime. J'ai l'impression que c'est ce que tu véhicules depuis le début. Ouais. Et ça se traduit aussi par, comment dire, l'échange, le feedback. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est plus dans un mode managérial descendant qui va dire comment les choses doivent se passer. Et on est vraiment dans une interaction. On est dans un rôle de coach. Et c'est ce que j'ai appliqué à mon échelle et ce que j'encourage d'appliquer au maximum, c'est clairement de dire ce qu'on veut. D'être transparent. Et ça va permettre justement d'aménager un poste autant que faire se peut, proche de ce qui nous plaît le plus. Et donc, si j'ai vraiment un conseil, c'est prendre du plaisir et dire ce que l'on veut, être dans un feedback avec les gens qui nous entourent. Trop bien, c'est inspirant. Merci beaucoup Pierrick. Merci d'être venu nous présenter ton job. Merci à vous tous de nous avoir suivis. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura donné envie d'en savoir un peu plus sur ce job et puis peut-être sur CGI. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur la page Job Teaser de CGI. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de The Big Talk, évidemment sur Job Teaser. Bye bye.